La balle au bon, première. Ouais, bon, on s'en contenter, c'est pas mal. Alors, on va faire exactement comme un match de tennis. D'accord. Donc, on va faire un petit échauffement. Et ce sera un match en 3-7. Je l'annonce. Je pense que ce sera pas souvent qu'on fera un 3-7 match. gagnant ou meilleur de ça? Bah, c'est toi qui vas voir. D'accord. Ok, ça marche. Je pense pas que tu vas gagner, mais bon. Alors, pour l'échauffement, je vais te demander de te présenter rapidement. Donc, de dire ton prénom, ton nom, ton âge, ton métier, donc ce que tu fais en dehors du club, quoi. Voilà. Donc, rapidement. Peut-être aussi ton classement, si tu as envie de le donner. Oh, bah, moi, bon. Mathieu Becquet, Mhm. j'ai 48 ans et je suis expert comptable au niveau de ma vie professionnelle. En libéral. Donc, je suis à mon compte sur un cabinet sur Soissons. Et bah, je suis 15-2 en ce moment au tennis. Voilà. C'est propre. Voilà. C'est propre. Je suis marié, j'ai 2 enfants, 2 grands-enfants. On va en reparler parce que c'est une famille de tennis, hein. Je pense qu'on peut le Ouais, dire. une bonne partie, oui. Et Même, même, tu peux, oui. Même au sens très large, je Au crois. sens qu'elle a été conçue grâce au tennis, même, cette famille. Alors, le premier set, justement, c'est un peu comment le tennis est rentré dans ta vie. Bah, y a 2 choses, c'est que quand j'étais en âge de démarrer une activité sportive à 7-8 ans, mes parents ils m'ont donné le choix. Bon, là, on habitait à la campagne, ils m'ont dit, il y a un club de foot, il y a un club de tennis, tu choisis. Ce sera pas les deux. J'ai été voir le club de tennis, ça m'a plu, donc j'y suis resté. Et je suis jamais ressorti du tennis depuis, donc ça a démarré comme ça. Alors les premières balles, je pense que c'était sur un mur à la ferme chez mes parents, parce que j'avais plein d'endroits où je pouvais jouer sur un mur et des bâtiments, tout ça. Donc et ça, je l'ai fait plein de fois et ça a commencé comme ça. Et puis après, bah oui, j'ai commencé à prendre des cours dans le premier club où je suis arrivé tout petit. À 7-8 ans, je pense. Du coup, tu as fait un peu de foot aussi? Non, du tout. Du tout. Pas en club, en tous les cas. Foot entre copains, mais... Foot du dimanche, comme on dit. Foot du dimanche, Ouais. avec des tennisman, mais mais pas de C'est le club, pire, jamais de c'est le club. pire. J'ai pris ma licence à 7 ans de tennis et je l'ai renouvelé tous les ans jusqu'à aujourd'hui. Et alors là, comment ça se passait? C'était un tout petit club ou c'était déjà un club? Donc c'était où là? Alors on habitait dans l'Oise, à D'accord. côté de Breteuil. C'est donc D'accord. dans un petit village à côté de Breteuil. Donc mon père était agriculteur. J'ai démarré au club de Breteuil. C'était un petit club, il n'y avait pas de cours couvert. Si on voulait jouer à l'intérieur, c'était un gymnase qu'on n'avait pas tout le temps. Ouais. Donc c'était un petit club. Voilà, il y a pas de grand petit club, mais c'était très simple. Une éducatrice et on jouait l'hiver très tard dehors, hein, avec les gants et les écharpes. Et on était motivés. Voilà. Avant d'arriver sur Soissons, j'ai eu 1 an au club d'Amiens, puisque l'éducatrice, elle voyait que je me débrouillais, elle voulait que je fasse des matchs, et c'était un peu limité dans le club où j'étais, donc elle m'a envoyé vers Amiens, vers un grand club à Amiens. Ah là, oui. Mais ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu parce que j'étais dans un environnement trop grand, qui me plaisait pas. Enfin, j'avais 8-9 ans, j'en ai pas un bon souvenir. Puis après, si tôt que ça, donc très vite, hein. Oui, au bout d'un an ou quoi, deux, je sais plus exactement, ouais. Mais non, c'est pas un bon souvenir, ça. Et puis rapidement après, moi je suis arrivé en 88 à Soissons, donc j'avais 11 ans, on a déménagé à ce moment-là, et je suis arrivé au club de Soissons en 88, il me semble. 1 an avant Laurent Banas, ça doit être ça. À ce moment-là, dans ta tête, tu es déjà tellement accro que tu te dis que peut-être tu pourras en faire ton métier ou ça n'a jamais été le cas? En faire son métier, non, accro. Devenir pro, devenir vraiment pro tennis. Pro, j'ai jamais trop, j'étais Ça t'a jamais toujours assez traversé? lucide là-dessus. Non. Même plus tard, Non. même un peu plus tard quand tu étais ado, Non. ça t'a jamais traversé l'esprit? Non, parce que j'ai jamais été détecté par les services de la fédération. Tu sais, quand t'es jeune, t'as des systèmes de détection. Et moi, j'ai toujours eu des entraînements en club, j'ai jamais été détecté. Il y avait toujours 3-4 jeunes meilleurs que moi dans le département. Donc c'est eux qui avaient des cours supplémentaires avec des entraîneurs de la ligue ou de la fédération. Moi, j'étais derrière ce wagon-là, toujours, dans toutes les catégories de jeunes. Donc j'ai jamais été champion de l'Aisne jeune. J'avais toujours des gars au-dessus de moi. Donc l'idée d'en faire un métier en tant que joueur, non. J'avais cette possibilité de dire, bah non, déjà il y en a devant moi, même ceux qui sont devant moi, ils n'étaient pas non plus champions de France, hein, même s'ils étaient champions du département ou champions de la région. Et donc non, pas forcément. Mais par contre, que ça allait durer et que, enfin, après, j'en suis pas sorti, donc je me suis accroché et c'est resté mon sport. Dans ta fratrie, les autres emboîtent le pas. Ça arrive plus tard, ou ils n'ont jamais emboîté le pas. Je crois que ton frère. Mon frère a emboîté sérieusement, plus vite que moi même.
en C'est termes vrai? de résultats. Ouais, ouais, bien sûr. Alors c'est un petit challenge entre nous. Il a démarré plus vite gamin, mais au bout du bout, parce que maintenant on fait les comptes et j'ai eu un classement un petit peu meilleur que lui. Donc ça, s'il entend, Spécial je dédicace. lui rappelle de temps en temps. Voilà. Non, c'est normal. Donc, voilà. C'est de bonne guerre. Mais C'est il est normal. encore compétitif là en ce moment. Moi, je le suis pas. Donc voilà. D'accord. Puis ma sœur, un petit peu à l'école de tennis, mais sans que ça prenne plus que ça. Elle Puis pratique si, toujours de temps en puis temps si, comme oui, ça? oui, Ouais. bah elle reprend sérieusement depuis quelques temps là, D'accord. puisque elle a commencé la compétition il y a 2 ans, et puis elle match un petit peu, et puis elle s'entraîne, et donc, étant jeune, un petit peu moins sérieusement que nous deux, les garçons. D'accord. Ah oui, donc c'est déjà une fratrie qui est très impliquée dans le tennis, quoi. Ouais. Alors quand je te dis que mon frère a démarré, donc il s'appelle Nicolas, il a démarré plus fort que moi, c'est que mon premier tournoi, quand je me suis inscrit, alors j'y allais confiant, hein, dans mon petit club, j'étais peut-être un des meilleurs jeunes, j'étais en confiance, on m'avait peut-être trop, trop Valorisé, trop valorisé, ouais. voilà, c'est ça. Et donc je joue au mur chez moi, j'étais motivé, et j'y allais sûr de moi au premier match, et je ressors avec 2 bulles. Je prends 6-0, 6-0, en larmes, j'avais 7 ans, 8 ans, je sais oui. pas. Eh oui. Je me rappelle que au club où ça s'est passé, ils m'ont donné un lot, c'était pas prévu parce que j'étais complètement ravagé, et puis ça, voilà, maintenant, mais je le dis à des jeunes, voilà, j'ai démarré, j'ai pris une raclée. Deuxième tournoi, j'ai pris 1 et 2. Bon, un peu mieux, mais avec du recul, j'étais pas tombé sur les moins bons parce que c'était des jeunes qui étaient déjà bien qui allaient entraînés, faire, que j'ai suivi après et qui étaient dans les parcours, meilleurs. voilà. Donc c'était pas anodin, mais en attendant, il faut persévérer. Et puis troisième, quatrième, et puis au bout d'un moment, tu gagnes des matchs. Et puis voilà. Alors moi, c'était ça mes débuts. Mon frère, il a démarré jeune aussi. Alors lui, le premier tournoi, je crois que c'était championnat de l'Aisne. Tu sais, quand championnat organisé par le comité. Mais je crois qu'il a été au bout de mémoire. Il a fini champion de l'Aisne dans les petites catégories. En démarrant. Voilà. Donc lui, il a enchaîné les victoires au début. Voilà. Ah oui. Mais tu te souviens qu'il a pas été aussi haut que moi en termes de classement. Non, mais oui. On lui rappelle. Voilà, on lui rappelle. On pense bien à lui. Donc voilà, les débuts en compétition, et donc on a démarré tous les deux dans les mêmes âges avec mon frère. Ouais. Et au niveau de vos enfants, ça a suivi aussi? Mes enfants? Oh, même des enfants de tout le monde, là. Du coup, la génération encore après, ça joue aussi au tennis? Ça joue joue chez au mon tennis frère et ma sœur. Ah ouais. Donc moi j'ai 2 enfants, j'ai Thomas qui joue, sérieusement. Ah oui. Pas en ce moment, mais qui On en parlera un peu plus tard, qui joue. Margot, elle a essayé un petit peu, mais voilà, l'école de tennis, mais sans que ça prenne plus que ça. Mon frère, il a son aîné qui joue fort, qui est classé 15, qui a 17 ans. Donc, ah oui. Donc ça a suivi, les traces de son père aussi. Il a des filles qui sont dans d'autres sports. Donc lui, par contre, il a une fille qui est très bonne gymnaste, et une deuxième fille qui est en sport-études badminton. Tu vois, sport de raquette, mais pas le tennis. Donc ses autres enfants ont suivi d'autres sports. Et pour toi, il y a une explication à cette contamination de la balle jaune dans votre famille? C'est-à-dire, pourquoi tout le monde a autant accroché comme ça, génération après génération, à ce sport? Je sais pas. Après, c'est bon, moi perso, je suis pas, voilà, une fois que je suis dans une voie, j'y reste. Avec des hauts et des bas, mais voilà, je persévère et je zappe pas pour dire ce sera mieux ailleurs, etc. J'ai jamais été voir le foot, comme on disait tout à l'heure, alors que j'avais des copains au foot qui étaient bien aussi, mais ouais, je suis persévérant, ouais. Sport de raquette, tu ne bifurquerais pas, comme le font pas mal de tennisman. Ouais, j'ai eu l'époque où j'ai essayé, plus récemment, là, avec un peu de problème physique et tout, tu te dis, je vais prendre un sport de raquette un petit peu plus doux. Alors, ma femme, elle joue au badminton, hein, il y a quelques années, donc j'avais été un peu avec elle. Mais j'ai pas retrouvé les mêmes sensations, j'ai pas retrouvé le même plaisir, et surtout, c'était un système de loisirs, et j'avais besoin de compétition. Et bon, j'étais pas au stade de me lancer en compétition au badminton, et il y a que le tennis où j'avais ce rapport à la compétition. Donc, du coup, bon, c'était un passage bref, et je suis revenu au tennis. Et d'après ce que tu racontais, donc, c'est assez vite que tu fais ce fameux premier match de compétition. Et ça, c'était un aspect de ce sport qui te plaisait aussi? Ah oui, j'avais besoin de confronter aux autres. Et puis, je voulais savoir comment je me situais avec les autres de mon âge. Ça a toujours été. Ça, c'est un peu dans ton ADN de joueur, la compétition. Ouais. D'accord. Et puis, ça te donne que de l'entraînement. Bon, tu progresses, c'est sympa, mais il faut te challenger de temps en temps, parce que tu t'entraînes pour quoi?
pour gagner des matchs. Donc il faut faire de la compétition pour gagner des matchs et puis progresser. Et puis tu as le jeu des classements. Le tennis, c'est pas comme dans tous les sports, tu vois. Enfin, les sports individuels, t'as les classements, donc tu gagnes en classement, donc tu te donnes des objectifs, etc. Donc c'est ça qui t'oriente vers la compétition. Puis, Alors, en fait, là, tu viens de mettre 6-0 parce que tu as un peu anticipé sur le deuxième set. Du coup, désolé. on va pouvoir faire non, mais Double break, là. Ouais, double break, humiliation, mais bon, j'ai l'habitude sur un court tennis. Du coup, jeu décisif du premier set. Ouais. Comme ça, on va faire un premier break. C'est que de le dire. Je vais te proposer d'élire pour toi ce qui est la pire balle adverse que tu puisses avoir en match. Donc la balle qui vraiment peut soulever en toi des émotions négatives ou vraiment te faire buter ou je sais pas, ou carrément te faire dévisser, mais je crois que t'es pas. Ah, dévisser non, mais donc la plus difficile à recevoir. Oui, alors je vais t'en proposer 5. Tu vas me dire vraiment. Je t'en mettrai peut-être une 6e. Tu vas aller. Tu as le droit. Oui, après le 6-0, tu as le droit de rajouter une 6e option. Alors, on commence par une horrible ballelette. Alors, la ballelette, tu sais, qui frappe la bande du filet, pivote légèrement et meurt à la verticale du filet derrière et qui donne qui rebondit même pas, qui ne rebondit pas et qui donne le break adverse. Ah oui. Première possibilité. La deuxième, c'est un joueur qui fait une défense totalement aléatoire, il est totalement dépassé, il fait une attaque, il met la raquette n'importe comment, et il te fait un lob gagnant. La troisième, c'est un gros bois. Le gros bois, enfin là, il tombe carrément toute la fouette séquoia, et ça fait amortie gagnante, et toi tu cours comme un demeuré, tu ne la touches même pas au deuxième rebond. Donc c'est vraiment la très très belle amortie, mais jouée avec un séquoia qui s'est écroulé. Un smash gagnant adverse et qui fait extérieur ligne. On peut penser à une expression de Benoît Paire à ce moment-là, qui tout de suite vient spontanément. Et puis le retour, alors spécial dédicace, je sais que quelqu'un va tout de suite réagir à cette proposition. Retour de service gagnant joué les yeux fermés. Donc ton adversaire, en fait, il ferme les yeux, il met la raquette et boum, ça fait retour de service gagnant direct. D'accord. Qu'est-ce qui pour toi est le plus énervant ou humiliant ou contrariant de tout ça? Non, je vais choisir la dernière, tu vois, le retour gagnant. Ouais. Parce que sur les autres balles, bon, c'est peut-être un coup de chance tel que tu décris, mais peut-être pas tant que ça. Les autres points que tu cites, c'est de la chance sur la ballette, etc. Et je suis pas de nature à me frustrer sur un point que je perds comme ça. Voilà. Alors je sais que ça peut dégager une certaine frustration chez beaucoup, mais pas chez moi. Et là au club, gamin, j'avais cette force-là. Hein, j'étais impassible, je montrais aucune émotion. Déjà gamin. Ah ouais, je montrais aucune émotion. C'est ce qui m'a fait gagner des matchs, oui. hein, parce que c'est évident. Oh là là, même jusqu'à très pétard. J'en ai connu plein qui balançaient des matchs. Non, jamais moi. Non, mais voilà. Bah ça c'est une. Alors je vais te donner ma 6e quand même. Oui. C'est pas un coup de chance, mais que j'aime pas recevoir, c'est la balle chopée longue sur mon revers. C'est la Laurent Banas, là, tu sais, qui te fait un chop rasant. Donc ça, c'est pas un coup de chance. Laurent, tu auras le droit de réponse. Voilà. Non, mais parce qu'au début, je pensais que tu allais être sur ce terrain-là. L'horrible slice. Que j'aime pas recevoir. Oui. Non, je pensais surtout à des coups chanceux. Non, mais j'ai bien compris. Mais c'était pour compléter ton propos. Donc le slice très long et très bas. Long qui tombe juste avant la ligne, très rasant, qu'il faut plier les genoux, tes côtés revers, c'est ton point faible. C'est horreur, ça c'est casse-pied. Et puis celui qui fait le mieux, c'est Laurent, évidemment. D'accord. Mais il va continuer, je pense, à t'embêter avec ce coup, hein, si vous êtes amené à vous rejouer. Bon, bah écoute, premier set, il est pour toi. Sérieux? Alors, deuxième set, donc c'est parti. Deuxième set, on va parler un peu de ton rapport au tennis, justement, à la compétition. Je voudrais revenir sur ça. Quel plaisir tu prends, toi, dans la compétition? Ça m'intrigue, j'ai envie de savoir. Parce que visiblement, c'est dans ton ADN et depuis toujours. C'est par rapport à ton adversaire ou par rapport à toi-même? Ou les deux? Alors, le plaisir que j'ai pris, parce que là, aujourd'hui, individuellement, je prends moins de plaisir à faire des matchs, tu vois. C'est pas la même chose. Toi, aujourd'hui, mes matchs, c'est quoi? C'est les rencontres par équipe, parce qu'on est plusieurs et puis que tu joues pour l'équipe, pour le club. Faire un tournoi tout seul, aller prendre la voiture, aller jouer, là, j'ai plus la motivation pour faire ça. Bon, voilà, parce que... Et juste, parenthèse là-dessus, j'ai beaucoup de respect pour les joueurs pros qui font une carrière de 20 ans, enfin, qui jouent sur le circuit longtemps et qui gardent cette niaque de la compétition avec une rigueur et un cadre de vie complètement serré. Et ça, chapeau, parce que je vois bien qu'il y a une usure. Et voilà, moi, la motivation, au fil du temps, après,
après, il y a le physique, il y a tout ça, il y a d'autres contraintes, mais Et puis la vie personnelle aussi. mais hein. après, bon, toute la période où tu grimpes, hein, gamin, jusqu'à ma meilleure période, j'avais 24-25 ans. Hein, là, oui, là, t'es motivé par les matchs et tu montes en classement. Donc, c'est la performance, d'accéder encore à un niveau supérieur, de battre des joueurs que t'avais peut-être pas battus avant, quand ils étaient plus jeunes que toi. Mais ça, j'allais dire, c'est un peu là, t'es sur le résultat final, mais vraiment, dans l'acte de la compétition elle-même, c'est dominer l'adversaire, c'est trouver des solutions. Donc, c'est la stratégie que tu mets en place, c'est un peu comme le plaisir d'un bras de fer, ou c'est plus par rapport à toi-même, arriver, le dépassement intérieur, personnel, c'est quoi, alors, finalement, qui a fait pendant longtemps que tu avais cette niaque à la compète, le plaisir de dominer son adversaire. C'est ça la motivation, à mon avis. Hein. Puisque voilà, tu mènes un match, si tu domines tranquillement sur 2-7, tu te sens au-dessus au niveau du jeu, tu te sens supérieur et tu le laisses pas revenir. C'est ce sentiment-là qui est hyper agréable. Et à l'extrême, il y en a très peu des matchs où tu marchais sur l'eau. Enfin, tu vois, des sensations extrêmes où tu as l'impression que c'était injouable. Il y en a eu quelques-uns, mais c'est très peu. Alors là, c'est vraiment les meilleurs matchs parce que tu te sens imbattable. Là, tu es dans une période où tu as réussi tout ce que tu veux, hein, et voilà. Non, je pense que c'est plutôt ce sentiment de gagner, de dominer et de mener le match, de mener l'échange, mais au-delà des échanges, de mener la partie, quoi. Il faut travailler ses points forts. Et oui. Parce que c'est là-dessus qu'on gagne les matchs, c'est là-dessus qu'on fait la différence. Et puis quand tu travailles ça en entraînement, c'est pour le reproduire en match. Alors, c'est pas toujours évident, et on sait que en match, on dit souvent jeune, on perd quelques classements entre le niveau que tu as à l'entraînement et le niveau que tu peux avoir en match avec la pression que ça représente et le contexte et tout ça. Tu as 2-3 classements, certains, hein, parce que tu perds tes moyens, parce que tu as le stress, tout ça. Donc le but, c'est de réussir à reproduire ce que tu sais faire à l'entraînement et dans un contexte plus difficile qu'est le contexte d'un match de compétition, quoi. Ouais. Là, dans ton groupe de travail à l'entraînement, les classements se tiennent ou il y a quand même un certain écart entre l'âge et puis Dans mon groupe de cette année, Ouais. je suis le dernier de la bande. Hein. D'accord, en classement je aussi. les suis, ouais. Et du coup, là, toi, ça te motive d'autant plus parce que tu es un peu Oui, challengé. parce que je montre aussi aux jeunes. Ouais, je suis avec Léonard, je suis avec Jean, je suis avec Martin. Voilà, je leur montre que je suis encore là quand même, mais ils sont mieux classés que moi aujourd'hui. C'est normal. Tant mieux. Ton classement actuel, c'est ton meilleur classement que tu as eu dans ta vie ou quand tu étais plus jeune, tu es allé au-dessus? Ah oui, non, j'étais au-dessus, là. Donc, Alors... je suis 15-2 et qu'au mieux, j'étais 3-6. Ah oui. Donc, c'était en 2001, ma meilleure année. Là, tu avais, redis-moi, quel âge? J'avais 24 ans. D'accord. La saison, ouais. Ouais, ça représente même pour les pros, hein. Déjà, on est au sommet de leur forme, de leur carrière. Ouais, c'est ça. 25 et 30. C'était ma meilleure saison 2020-2021. D'accord. Et là, par exemple, tu as souvenir, dans cette époque-là, de fameux matchs où tout ce que tu entreprends, tu le réussis sur un coup. Un match comme ça, un match où tout a été fluide et... Ouais, j'ai des matchs références. J'ai la meilleure perf, c'est que j'ai gagné jusqu'à 1-6 une fois, ça arrive une fois un 2-6. Donc ça, c'est mes meilleurs matchs. Donc tu te sens, c'est des matchs où tu te sens bien, même si l'adversaire, forcément, qui devait être moins bien ce jour-là, et toi, t'es mieux pour gagner avec 2 classements d'écart, ou 3 même à l'époque, parce que je devais être 4-6, mais c'est des matchs dont tu te souviens. Et j'ai aussi un souvenir où j'ai perdu, mais je me sentais super bien. C'était un négatif à Soissons. Et j'ai perdu, mais je l'ai embêté, quoi. Et j'arrivais tu sens les amortis, tu sens les coups. Bon, je me suis fait super plaisir, même si j'ai perdu parce qu'il était largement plus fort, mais je l'ai embêté quand même. Et bon, c'est des moments, des moments. Tu avais réussi à lui chipper un 7? Non, mais j'ai dû perdre genre 4 et 3, mais il devait être moins 4 ou moins 15, donc c'était énorme pour moi. Ah ouais, donc, mais des bonnes sensations quand même, donc ça, c'est hyper agréable. Même si tu perds, tu vois, j'en ai un bon souvenir quand même, parce que tu perds, c'est logique, il est trop fort. Les années passantes, j'ai eu une période, je le cache pas, où j'ai du mal à l'accepter, ça, que je pouvais plus être au même niveau, que j'avais tennistiquement les coups, mais que physiquement et le rythme, j'arrivais plus à aller au même niveau qu'avant. Et ça, il faut l'accepter dans sa tête. Et maintenant, je l'aime, mais c'est accepté, mais je joue différemment. T'adaptes aussi ton jeu. J'ai des pépins physiques,
me suis fait opérer du genou, j'ai eu le tendon d'Achille, des trucs comme ça, donc ça te freine quand même, ça te fait réfléchir. Et donc tu joues un peu plus sur la retenue, tu fais attention, et donc forcément t'as plus les mêmes performances. Et voilà, mais bon, ça n'empêche pas le plaisir. Hein. Alors, on peut parler de quelques-uns de tes matchs. Si je te dis, par exemple, on est au 3e set d'un match que tu mènes 5-2, tu es à 45 sur ton service, est-ce que déjà ça te rappelle un souvenir ou pas vraiment? C'est pas fouillé, toi. C'est pas un souvenir. Alors j'ai pas. J'ai toute une équipe d'enquêteurs qui travaillent pour moi. Je suis pas très bon sur mes souvenirs de matchs comme Martin Pelette ou Jean ou d'autres qui ont la mémoire. Bon. Mais ça, c'est pas si vieux que ça. À mon avis, c'est pas si vieux que ça. Villeneuve-Saint-Germain sur le cours de gauche. C'est le cours de gauche et il était tout à l'heure, il était 19h17. Je dois gagner 5-2 balles de match. Il me semble que c'est contre Benjamin. Et je perds, je commence à cramper, mais c'est pas ça qui m'a fait perdre, et oui, je perds 7-5, je crois, au 3e, enfin bon, ouais. Oui, si, je le visualise, celui-là. Et, alors, c'était pas il y a 20 ans, c'était un peu plus récemment, je saurais pas te dire quelle année, mais... Toi, alors, ce qui me frustrerait le plus, c'est de perdre comme ça contre un gars que j'apprécie pas. Toi, en dehors du terrain, parce que tu as des joueurs qui sont pas agréables, t'aimes pas matcher avec eux parce que tu sais qu'ils sont limites, qu'ils peuvent tricher, qu'ils essayent de te faire, voilà, d'utiliser d'autres moyens pour te faire déjouer et tout ça. Il y en a quelques-uns, ils sont pas nombreux, mais ceux-là, t'aimes pas jouer contre eux parce que tu sais que ça peut mal tourner, que ça va pas être un moment, voilà. T'as déjà vu sur un cours un gars comme ça fait suer, quoi, parce que ouais, là, ça m'énerve parce que mais perdre contre un mec qui a été meilleur, bah, il fallait que je marque le dernier point, bah, le match, je l'ai pas marqué, il gagne, ça fait partie du jeu du tennis. Et ben, ou autrement, non, ça, bon, tu sors, tu frustres, tu dors mal, hein, mais voilà, ça va pas durer 15 jours. Hein. Je vais t'évoquer un adversaire, que tu as rencontré 3 fois entre 1994 et 2025. Oh, que tu as battu 3 fois et à qui tu n'as jamais laissé le moindre set. Donc tu es sa bête noire. Est-ce que tu arriverais à identifier ce joueur traumatisé 94 à aujourd'hui 94 et 2025. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense que quand même tu arrives à trouver. Contre qui j'ai jamais perdu. Ouais. Oh, c'est Quentin qui t'a raconté ça. C'est Quentin, ouais. Tu vois, moi, lui, les stats, il les connaît. Moi, j'aurais pas... Tu m'as mis sur la piste, là. Ah, mais je sais pas que c'est un traumatisme pour lui. Ah ben, en tout cas, quand je lui dis tu as une anecdote, il me dit c'est ma bête noire. Enfin, sur 11 ans, c'est vrai qu'avec les évolutions de chacun, on aurait pu penser que peut-être la donne se renverserait. Je pense que c'est une histoire de combo de style. Hein, non, mais c'est parce que je suis meilleur que lui, tu lui diras. Quentin, c'est tout, c'est comme ça. Faut qu'il se fasse à l'idée. Donc on revient juste au sujet d'avant, les joueurs qui ont mauvais esprit. Non, c'est pas Quentin. Non, je pense que... Il y a quand même, je voudrais te ramener un souvenir beaucoup plus récent, une victoire en division qualificative du championnat régional. Ce match-là avec ton fils, c'est quand même un grand souvenir, non? Ah, en double? Ouais. Ah ouais, quand tu joues en double avec ton fils, là, c'est encore d'autres sensations. Là, oui, puis cette victoire quand même aussi. Oui. Avec la victoire à la clé. Mais déjà, le fait de jouer en double avec ton fils, voilà, c'est au-delà du tennis, là. Là, il fait le même sport que toi, tu te retrouves sur le terrain. Et pour jouer un match décisif, et puis qu'on gagne à l'arrache, et puis qu'il qualifie super tie-break. Voilà, ouais, non, mais ça, c'est le petit bonus en plus, quoi. Mais bon, déjà, pratiquer le sport de ton fils et puis partager aussi près, aussi sur un enjeu comme ça, ouais, ça marque le père avant le joueur, quoi. Voilà, c'est encore différent. Et en plus, ce jour-là, ça nous amènera après au 3e set, mais ce jour-là, en plus, il y avait une 40aine de membres du club qui étaient venus vous soutenir. Donc, il y avait tout un combo, quand même, qui était sympa. Ouais, c'était une grosse journée, une grosse journée d'émotion. C'est quand même un souvenir récent. Ouais. Mais finalement, c'est aussi beau et aussi fort qu'un souvenir de jeunesse et de grande performance. C'est autre chose. Mais tu vois, c'est pas, voilà, oui. C'est pas le même plaisir, mais il a autant de saveur. Hein. Tu préfères l'avoir en face ou à côté de toi, ton fils? Sur le cours. En face, ça va commencer à être compliqué. Hein. Mais tu dis ça commence à être compliqué, c'est marrant parce que lui m'a dit, je crois, je ne l'ai jamais battu, même sur un set, je l'ai jamais battu. C'est ce qu'il m'a dit. C'est possible. C'est vrai. Mais bon, là, il va ralenti à cause de ses études. Quand il va s'y remettre, je pense que ça va être sérieusement compliqué pour moi. Mais je connais tellement par cœur que je peux encore trouver quelques failles.
Lui, il connaît pas trop mes failles. J'en ai peut-être pas pour lui, mais moi, je connais les siennes. Alors, bon, là, j'ai évoqué des souvenirs que tu peux avoir, toi, de tes matchs, anciens ou plus récents. Et si on parle des pros, tu avais des idoles quand tu étais gamin? Jusqu'à avoir un poster dans la chambre ou... Ouais, si, j'avais des Alors, posters, ouais. Bah, à l'époque, quand j'ai démarré, bah, t'avais Edberg, t'avais Becker, après Sampras, Agassi, hein, c'est toutes ces années 90. Donc, ouais, tout ça, je pouvais avoir le poster dans ma chambre, ouais. Alors, en jeu décisif de ce deuxième set, ça a été un peu plus disputé. Je vais te proposer un petit jeu. Alors, en fait, bon, les grands champions, tu les connais, ou les grandes championnes aussi. On aurait pu parler bien sûr des femmes joueuses de tennis. Mais est-ce que tu saurais les reconnaître au son? Plus exactement, à la voix. Donc, je vais te faire écouter des cris de champions et de championnes. On va voir si tu es capable de les identifier. Certains sont un peu étonnants. Alors, on commence avec, je pense, allez, le premier point sera facile à obtenir. T'as sorti ça d'où? C'est énorme comme cri. C'est énorme comme cri. Un joueur récent? Bah, il est toujours là, oui. Ah oui, il joue toujours? Ah, il joue toujours. Il est toujours en activité. Bon, je sais pas, moi. Il crie moins. Parce que comme il gagne moins, il est moins amené à crier. Ouais. Bon, ça pourrait être... Ouais. Non, je reconnais pas. C'est vrai? Ah non. Ah, ça, c'est le père de Djokovic. Hein. C'est Djoko qui écrit comme ça sur un terrain? C'est Djokovic qui écrit comme ça sur un terrain. Allez, une femme pour changer un peu. Ah, mais là, c'est des cris de rage, là. C'est même pas des cris de frappe de balle, c'est... Alors, ça, c'est en cours d'échange. Hein. En cours d'échange? Ça, c'est en cours d'échange, oui. Et malheureusement, elle perd ce point, elle perd ce set. Mais elle perd pas le match. Comme quoi. C'est Balenka qui écrit comme ça? Non. Non, c'est pas Sabalenka, c'est une joueuse qui est plus ancienne et qui a beaucoup plus brillé que Sabalenka encore, qui a un palmarès de fou. Vénus? C'est Vénus. Ou Serena? Non. C'est Vénus. C'est Vénus? C'est Vénus, ouais. C'était à l'Australian Open, ça. D'accord. Allez, je te donne un petit coup de pouce, parce que je vois bien que ça, ça rame sur le... Ça rame sur le... en train de braquer. C'est dommage d'aller faire le jeu décisif. Un joueur qui a beaucoup, alors qui n'est pas français, mais qui a été énormément aimé en France. Ah, c'est des frappes de balle, hein. C'est pas un cri de rage. Hein. Non. Et vraiment, toutes ces frappes étaient ponctuées de ce petit gémissement de temps là. Ah, mais là, c'est quelque chose qu'on a déjà enlevé, mais j'arrive pas à mettre un nom là. Là, on est à Roland. Ouais, non, mais je sais pas. Ah, c'est un joueur, vraiment, le public lui a donné tout son cœur, il lui a bien rendu. Gustavo. C'est Gustavo. Ah, ouais. Kuerten. C'est le père Kuerten. Ouais, bien joué. Alors après, une joueuse qui a été célèbre pour justement son cri, on va aller au bout. Hein. Monica Seles. Non. Oh, Monica Seles, c'était pas loin d'être ça. Monica Seles, oui. Alors, je me rappelle d'un commentaire, c'était Jean-Paul Lotte qui avait trouvé ça. Il avait dit qu'on avait l'impression qu'elle criait Henri, Monica Seles. Henri, ouais. Comme ça, Henri. Bon, c'était horrible. Henri. Alors non. Non, je sais pas qui est-ce qui écrit comme ça. C'est Victoria Azarenka. Ah ouais. T'as dit quelque chose? Ah oui. Et alors, dans la foulée, je ne te dis même pas si c'est un homme ou une femme, parce qu'on a du mal à le savoir. Cinquième. Voilà, tu es en train de perdre le tie-break, méfie-toi. Ouais. Hein. Là, on va revenir au ballon. Ah, mais je vais jouer sur mon physique, après au troisième, tu vas voir. Ah oui, là, ça peut être n'importe qui, là. Ah, quand même. Non, c'est... Bon, je sais pas. J'ai pris exprès. C'était un énorme piège que je te tends là. À la fin, tu vois, alors là, je te fais que des slices, des ballettes. Je te fais déjouer complètement. Il y a des ballettes, là. C'est pas franc jeu. Et je gagne le tie-break sur une horrible ballette. Bon, alors, dis-moi qui c'est quand même, la dernière. C'est Andy Murray, ça. Ah ouais? D'accord. Bon, okay. Allez. Bon, là, je suis pas très bon, là. Non, je gagne le deuxième set. Au jeu décisif, quand même, hein. C'est tendu, mais bon. Puis alors, du coup, on passe au troisième set. Paf. D'accord. Troisième set. Alors, on va parler du président et du club, pour terminer.
Ouais. Eh oui. Donc tu prends les rênes du club en quelle année là? Bah, j'ai été président il y a 20 ans, hein. Je sais pas si t'as fouiné ça, hein, Mais non, il y a 20 ans, tu étais président mais ici. oui, il y a un petit peu d'histoire, hein, derrière tout Ah ben ça. raconte. Bah, voilà. Bah, non, mais moi, je me suis intéressé assez vite à ce qui se passait dans le club, hein. Fin des années 90, c'est Jean-Marc Loire qui est président. Dès que j'ai, voilà, à 18 ans, je suis rentré au comité et je voulais commencer à voir ce qui se passait. Donc, j'étais au comité auprès de Jean-Marc et puis j'ai été président de 2003 à 2006 à l'époque. Après, quand Jean-Marc a arrêté, Jean-Marc Loire. Et donc 3 ans après, après j'ai eu d'autres, j'ai arrêté. Je pourrais t'expliquer après dans quelles conditions. Mhm. Et puis bon bah là, bon, j'ai eu une période où j'étais quand même sorti de l'organisation du club par rapport à ma vie perso, le boulot, etc. Et puis je suis revenu au comité avec Olivier Perrin récemment. Et puis quand il s'est trouvé qu'il devait arrêter, bah voilà, donc on a repris toute l'équipe a été changée en avril 2023. Donc ça fait 2 ans et demi là que j'ai re-signé. Voilà. Et alors à l'époque, revenons à l'époque, Ouais. les conditions de ton accession à la présidence du club et puis de ton départ, on y revient là maintenant. Ouais, donc c'est la période la plus assez importante et la plus faste du club que j'ai pu connaître. C'est fin des années 90, début des années 2000. Là. Ah oui. Donc c'est une époque où on est 450 adhérents sous la présidence de Jean-Marc Loire. On a les infrastructures qu'on a aujourd'hui avec la moquette qui est quand même en état de... Donc on a 3 cours couverts et on a des terres battues sur 3 des 4 cours qu'il y a devant là. Donc beaucoup d'adhérents. On a notre équipe 1 qui monte en championnat de France fin des années 90, qui monte jusqu'en National 3 sur la saison 2000-2001, ma meilleure saison. Hein, donc on était plusieurs à bien jouer à ce moment-là. Et on monte en National 3, donc c'est une période vraiment où on a vent en poupe. On est les premiers clubs de l'Aisne. Voilà. Et puis il y a le sujet des cours couverts que le président de l'époque travaillait avec la mairie. C'est M. Parizeau qui est maire à l'époque, puisqu'on souffre de manque de surface couverte. Et voilà, et Jean-Marc Loire n'arrive pas, ça aboutit pas. Bon, après, il avait fait de longues années à la présidence, donc j'ai repris la main en 2003. Et puis, des relations avec la mairie difficiles. Et puis je m'y prenais sûrement mal à l'époque aussi, dans la foulée de ce que Jean-Marc avait fait. Et donc, en 2006, on a arrêté un peu brutalement parce que j'arrivais pas à communiquer correctement avec les services de la mairie et on avait des terres battues qui étaient en mauvais état, des adhérents qui partaient, c'était compliqué. Et en fait, alors je pensais, au début, on a démissionné en fait, pour tout te dire, en 2006. Alors j'ai relu on avait fait la une de l'Union à l'époque. Hein. Donc j'avais annoncé à mon bureau que je voulais arrêter parce que j'arrivais pas à avancer, à trouver des solutions pour voilà, entretenir les infrastructures avec les services de la ville comme il faudrait. Et le comité m'avait suivi. Donc on avait tous collectivement démissionné. Voilà. Alors, quand je reparle ça au début, on devait être... c'était un peu fou, mais on avait présenté notre démission collective à Madame Erasti, qui était maire de Soissons, en 2006. Et voilà, et puis donc après ça avait repris, mais... Donc ça, c'était ma première phase en tant que dirigeant de club, tu vois. Donc, Pas spécialement un souvenir. Non, pas exceptionnel. La heureux. période d'avant, la présidence en soi, c'était des périodes où on était plutôt en déclin, des terrains qui s'abîmaient, et puis du coup, on voyait pas trop le bout, quoi. D'emblée, ce qui ne me surprend pas du tout, c'est que moi, j'évoque ta présidence et tout de suite, tu mets ça à la première personne du pluriel. Je trouve que ça caractérise un peu ce que tu fais, c'est-à-dire que c'est vraiment un esprit collectif à bloc, quoi. Toi, en tant que président, là, par exemple, à court terme, un ou plusieurs objectifs que tu poursuis, on va peut-être parler déjà des bonnes nouvelles récentes qui sont tombées. On va commencer par ça, hein, par rapport à tout le travail qui a été fait sur notre Open, etc. Et finalement, ce que tu avais un peu annoncé au discours final conclusif de l'Open qui s'est concrétisé. Donc, je te laisse en parler. Bah oui, on a candidaté, comme on l'avait annoncé au mois de juin, au circuit CNJT, qui est le circuit national des grands tournois. Donc c'est comme un label hein,
qui nous permet d'intégrer un circuit où les meilleurs joueurs participent à ces tournois-là. Il y a un système de points pour les joueurs, donc ils participent essentiellement à ces tournois-là pour acquérir des points à la fin de la saison, etc. Donc il y a un cahier des charges, c'est quand même quelque chose qui est pas évident, qu'il faut respecter. Il y a donc un minimum de prestations à fournir, etc. Donc bon, tout ça, on sait faire. Donc on a candidaté, on a été retenu sur le principe par la fédération. Après, on l'a pour le tableau féminin. On l'a pas cette année pour le tableau masculin pour les problèmes de date, puisque la fédération ne veut pas qu'il y ait plus de 2 CNGT sur un même week-end. Voilà, parce qu'ils veulent pas que ça se multiplie, parce que ça reste des tournois rares. Et sur la date de notre tournoi, qui est toujours au mois de juin et qu'on veut pas changer, et historiquement c'est le tournoi de Soissons, c'est au mois de juin. Et donc sur ces périodes-là, il y a déjà 2 CNGT en France, un en Ile-de-France et un dans le Sud, en masculin, et donc on n'a pas pu être le 3e. Par contre, tableau féminin, on sera a priori les seuls sur le week-end, donc ça c'est une bonne nouvelle, parce que ça peut prédire quand même pas mal de joueuses professionnelles sur notre tournoi. Donc voilà, donc on avance, mais après c'est la suite logique de ce qu'on essaye de faire dans notre tournoi, et puis le cahier des charges, c'est important, mais on le respectait déjà à 80%, par rapport à l'hébergement des meilleurs joueurs, par rapport à des services de repas, de cordage, des prize money minimum qu'il faut assurer pour que les joueurs payent leurs frais, etc. Donc c'est un accélérateur, cette intégration CNGT, pour attirer encore plus de joueurs professionnels. Mais des numérotés à partir de entre 20-30, et on a eu le numéro 60 l'année dernière. Cyril Van der Merch qui a gagné le tournoi, numéro 66 au mois de juin, aujourd'hui numéro 60 français. On n'était pas CNGT, on l'a quand même réussi à le faire venir. Donc le CNGT, c'est un accélérateur pour faire venir d'autres joueurs et avoir un tableau encore plus fourni avec des joueuses, en l'occurrence, de ce niveau-là. Il était d'ailleurs très très heureux de l'accueil qu'il avait reçu et puis même de l'organisation du tournoi. Je suis en contact avec lui, et il tourne bien là, il fait des challengers, donc il passe à l'étape du dessus. Et je suis en contact avec lui, il est très sympa. Je l'ai tenu informé de notre passage CNGT chez les filles. Et il était à Vivez le week-end dernier pour le CNGT de Vivez. Il a gagné le tournoi de Vivez. Donc j'ai pas pu le rencontrer, mais Emmanuel qui était là-bas l'a rencontré, a parlé de nous. Et c'est un gars très sympa en plus. Bon, c'est l'événement de fin de saison. En plus, par rapport à la date, c'est le mois de juin, donc c'est vraiment le tournoi de fin de saison, pas majeur, mais l'objectif final de la saison qui nous... Tu sais, on se fait une réunion entre bénévoles dès la semaine prochaine pour le tournoi, pour commencer à organiser et à prévoir les choses, l'hébergement, les choses comme ça. Je suis pas sûr que tous les membres du club réalisent à quel point c'est une organisation sur le long cours, quoi. Ouais, donc 6 mois avant, là, on va commencer à se positionner, à répartir un peu les tâches, qui fait quoi. Il y a des réservations à faire, il y a des choses. Je mettrai un petit message pour essayer de montrer qu'on a besoin de bénévoles. Voilà. Puis on a annoncé qu'on allait créer dans notre organisation de commission une commission animation qu'on n'avait pas vraiment privilégiée aujourd'hui. On faisait déjà des petites choses, mais là on va essayer d'accentuer là-dessus. Donc ce soir, pickleball, voilà, histoire de passer un bon moment. Et hier soir, avec quelques-uns, on se disait qu'on allait peut-être se donner un rythme à chaque vacances scolaires, tu vois, peut-être chaque vendredi des vacances, un cycle avec une soirée à thème. Voilà, donc ça fait partie des objectifs, mais c'est pas mon objectif, c'est des idées qui sortent du bureau. Et puis après, alors comme je dis souvent, les idées elles manquent pas dans un club ou dans un bureau directeur. Les idées, on en a trop. La difficulté, c'est d'être capable et d'avoir les moyens de les mettre en place. Donc quand on me propose une idée, mais je dis c'est très bien, mais à ce moment-là, voilà, il faut mettre en face les moyens, et nous on est au taquet. Donc après la difficulté, c'est d'avoir du monde pour organiser. Mais c'est déjà pas mal d'avoir plein d'idées. L'objectif, c'est déjà avant tout d'avoir une harmonie et que tout ça se passe bien. Ce qui est pas toujours évident, parce que voilà, on va pas se mentir, il y a toujours des situations. En ce moment, on est en plein dedans, les cours couverts, 2 cours couverts pour la période qu'on vit là, entre les matchs du championnat de l'Aisne, le tournoi interne. Bon, il va falloir y réfléchir, parce que la formule, elle plaît, mais elle est trop demandeuse en terrain aujourd'hui, donc c'est compliqué.
les entraînements, quelques tournois qu'on maintient. Enfin voilà, donc là, on disait tout ça, c'est un vrai casse-tête en ce moment. Mais c'est ça l'objectif, quoi. Il pourrait y avoir un troisième cours couvert ou... Bah écoute, bon, je sais pas si les élus nous écouteront sur cet échange-là. On a été très gâtés déjà depuis 2 ans là, hein, Oui, c'est vrai. de la part des services de la ville, puisque bon, on en a parlé à l'Assemblée, mais on a remis à neuf toutes nos installations, que ce soit les terrains avec les 2 cours couverts qui sont neufs, et ça c'était une de mes priorités parce que je trouve que ça devenait même dangereux d'avoir une surface aussi glissante, et donc ça bloquait pour plein de sujets. Donc ça c'était une de nos demandes prioritaires il y a 2 ans. Elle a été écoutée et les terrains ont été refaits. Dehors, ils sont neufs. Bon, ils ont été repris pour des questions de décennales Ouais, et de défauts, mais en tout cas, ils sont neufs. Les clubhouse, ben, on vient de refaire au couvert l'étage et les sanitaires. Donc là, on repart sur un espace de vie au couvert quand même beaucoup plus agréable. Et ça, je pense que ça compte quand même pas mal. Donc là-dessus, depuis 2 ans, je passe la toiture du clubhouse extérieur qui a été refaite, alors qui est moins visible et qui va être moins fun pour les adhérents, mais en attendant, c'est quand même des dépenses aussi qui sont mises bien pour sûr. assurer la pérennité du bâtiment là-bas. Donc là, il y a eu beaucoup d'efforts. Donc ça, je le reconnais. Genre, j'ai remercié notre adjoint en sport et tout le service des sports pour tout ça. Ils savent nous le dire aussi qu'on a été servis. Mais dans mon rapport à l'Assemblée, j'ai conclu en disant que c'était pas une fin en soi, que c'était des étapes, hein, on est ambitieux. Donc là, on est entre nous. Il y a des élections au printemps. On est en train de monter un petit dossier pour expliquer qu'il nous manque des cours couverts. Voilà. Donc, je vais voir sur la forme. J'espère pouvoir présenter quelque chose rapidement aux élus. Donc, quand je dis préparer un dossier, c'est faire le constat que, avec le nombre d'enfants qu'on a, le nombre d'adhérents, on ne peut plus fonctionner avec 2 cours couverts. Donc ça, c'est pas dur, hein. Le ratio de la Fédé, c'est un cours couvert pour une centaine d'adhérents. Donc voilà. Ah ouais, On est 300, on va être 350. Voilà. Et tu regardes les autres clubs, le ratio, il est plus ou moins respecté. Il y a 3 cours à Villers, il va y avoir 3 cours à Villeneuve, pour moins d'adhérents que chez nous. Donc là, il y a un vrai souci. Donc ça, ils le savent, mais on peut les expliquer. Et puis après, j'ai rencontré un parent d'enfant là qui est architecte de métier et qui est prêt à nous aider. Donc on a fait un tour des sites. Il va me faire un petit rapport sur ce qui est possible de faire techniquement par rapport à l'urbanisme, etc. Ce qui sera peut-être pas possible de faire. Donc on va essayer de déblayer un petit peu le terrain et d'aller voir nos élus pour. Alors c'est un travail de longue haleine, ça faut pas espérer. oui, à court terme, Là, et oui. c'est là où bon bah voilà, on sait, il faut être patient. C'est un travail. Au mieux, on peut l'espérer pour la prochaine mandature, d'espérer quelque chose. Mais bon, un projet de construction, déjà, de base, il faut plusieurs années, avec toutes les démarches, les recherches de subventions, ça c'est long. Avant ça, il faut convaincre les élus, donc c'est un travail de longue haleine, mais c'est le projet long terme du club de Soissons, hein. Ce qui te satisfait le plus dans l'état actuel, là où tu te dis, là, on touche à quelque chose qui me plaît, ça va être quoi? Ça va être la réussite des plus jeunes et leur réussite dans les compétitions, par exemple. Alors les plus jeunes, ouais, c'est toujours un plaisir, et puis une fierté d'avoir des jeunes qui tournent, qui sont repérés, qui participent à des entraînements au niveau de la ligue et tout ça. On en a quelques-uns, donc ça c'est toujours sympa. Là, même de cette semaine, tu vois, ce qui me fait plaisir, on a beaucoup développé les cours adultes collectifs. 3 ans en arrière, on n'en avait pas. Et puis aujourd'hui, on a 85 adultes qui prennent un cours chaque semaine, dont le mardi soir. Le fameux groupe du mardi Le soir. fameux groupe du mardi Voilà. soir. Non, mais ça, avec le temps, alors il peut y avoir des contraintes, ça prend des terrains, etc. Mais je trouve, alors on pourra en débattre, tu pourras me dire ce que tu en penses, mais que dans l'esprit de chacun, ça crée quand même, voilà, je vois que des groupes sympas qui s'entendent bien, les coachs ils y sont pour quelque chose. Cette semaine, à la veille des vacances, j'ai vu plusieurs soirs des groupes qui sont restés manger ou payer un coup avec le coach. Jeudi soir, un groupe de femmes qui est resté, il y avait des photos qui ont circulé. Ça, on l'avait pas avant, et ça fait partie de la convivialité qu'on crée. Et donc, je regrette pas d'avoir mis l'accent sur ces cours collectifs, parce que même si ça bloque des terrains toutes les semaines, je pense que ça crée quand même une dynamique et une convivialité que les adhérents ne trouveraient pas sans ça. C'est le rendez-vous de la semaine, et puis du coup, il y a des affinités qui se créent.
Et donc ça, c'est une satisfaction qu'on constate là. Et puis, encore une fois, tout récemment, la rénovation de l'étage, là, je pense que ça donne envie de rester un petit peu après son cours collectif, après, pour discuter, pour boire un coup, etc. Avant, c'était pas forcément extraordinaire de rester là. Donc, ça va y contribuer. J'espère que ça va continuer. Ouais. Écoute, tu l'as pas volé, on va faire le dernier jeu décisif. Voilà, super tie-break conclusif. Tu vas 10 pouvoir points, super taille en 10 points là. Non, tu vas pouvoir te détendre. Je vais te proposer dans des binômes de joueurs. Voilà, on va faire un petit jeu final. Enfin, c'est même pas un jeu, hein, c'est des histoires d'affinité. Je vais te renvoyer un peu au passé, puis on va revenir au présent. Je te mets face à face à chaque fois et tu me dis vers qui va ta préférence. Voilà. Ça permet aussi de connaître un peu tes goûts comme style de jeu ou comme personnalité. Alors chez les Américains, tu es Connors ou McEnroe? Oh, moi, je suis Connors, moi, par rapport à ce que je t'ai décrit sur ma personnalité. Hein. Pourtant, je suis pas un râleur comme McEnroe. Hein. Non. Voilà. Enfin, mon profil, c'est plutôt Connors. Après, ça manque des McEnroe quand même aujourd'hui, ça c'est sûr. Ce serait bien d'avoir des McEnroe ou des Benoît Paire un peu plus sur le circuit, ce serait un petit peu plus plaisant quand même. Ah bah t'anticipes, chez les Français, Benoît Paire ou Moutet? Voilà, c'est deux styles assez similaires, hein. C'est un peu extravagant tous les deux. Ouais. Ouais, les deux ont des super coups. Hein. Je vois la volée de Benoît Paire, là, rétro, là, qui fait en revers en arrivant sur le filet. Là, on la voit passer régulièrement. Celle-là, elle est chouette. Alors la main de Moutet ou la... Moutet avec ses amortis. Alors, il y en a foire une en Coupe Davis il y a pas longtemps. Oh, du coup, je vais dire Benoît Paire parce que comme il a foiré ça. Non, mais il a des beaux coups quand même. Non, c'est sympa. Mais ces deux joueurs, ça met un peu d'animation. Chez les Suédois, Wilander ou Borg? Voilà, c'est pareil, c'est deux styles assez similaires. Tu trouves? Ça renvoyait du fond du cours. T'avais les oppositions avec Wilander, Noah en 83, c'est quand même une opposition de style. Noah qui était attaquant, Wilander qui était du fond du cours. Bon, après, Borg, moi je l'ai pas connu, plus Wilander, parce que c'était les années qu'on suit, donc on va dire Wilander. Alors pour aujourd'hui en Italie, Musetti ou Sinner? Ah, c'est très différent. J'aime bien le jeu de Musetti, il est un beau jeu. Envers une main, c'est plus rare, donc quand on a des beaux comme ça, tu les apprécies. Tu reverras une main ou à deux mains, toi? Moi, je suis à deux mains. Tu deux mains? Ouais. Plus personne ne joue. Ouais, non, mais il n'y en a plus beaucoup. C'est pour ça que quand t'as des joueurs comme ça, c'est sympa. Bon, j'ai une idée de la réponse finale. Hein. Wawrinka ou Federer chez les Suisses? Ah ouais, non, mais... Ouais, j'aime bien. Non, Federer, mais Wawrinka, bon joueur aussi. Et puis, il continue à jouer. C'est sympa, parce que ça veut dire que c'est des gens qui ont une vraie passion. Ouais, qui ont une vraie passion. C'est pas que... Bon, donc, tous les deux sont sympas, mais Federer, ouais, il est au-dessus quand même. Pour l'absolu et la beauté. Ouais. Bon, bah écoute, jeu 7 et match. J'étais ravi de discuter avec toi. Finalement, pour quelqu'un qui m'avait annoncé qu'il parlerait peu, ça va. Qui a parlé beaucoup. C'était le premier opus de la balle au banc. Il me reste plus qu'à te remercier merci à toi. Pour cet échange. Bravo. Merci Laurent. Bravo, bon match. Et puis, rendez-vous pour le deuxième opus. Ce sera un épisode consacré aux jeunes, justement, à la jeunesse. Bon, Allez, à bientôt. Merci,